Maurice Gourdeau-Montagne, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un des acteurs importants des 40 dernières années de la politique et de la diplomatie française. Je rappelle que vous avez été directeur de cabinet d'Alain Juppé entre 95 et 97. Vous avez été ce qu'on appelle Sherpa de Jacques Chirac, donc dans son deuxième mandat, 2002-2007. Et puis, bien sûr, toute une carrière ensuite diplomatique dans les ambassades. Vous avez été ambassadeur de France au Royaume-Uni, en Allemagne, je crois, puis en Chine, Et au Japon. qui a été votre dernier poste, je crois. Voilà. Et puis vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant, parce qu'on rentre justement dans les arcanes de la politique française, et intérieure et extérieure, et un bouquin dont le titre finalement raconte un petit peu tout. Les autres ne pensent pas comme nous, aux éditions Bouquin. Un ouvrage, enfin un titre qui justement pose question, parce que voilà, on vous connaît surtout en tant que diplomate, mais au fond, les autres ne pensent pas comme nous, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours, en fait. C'est la vie en société, parce que chacun est différent de l'autre. Donc il faut vivre en société, donc il faut s'entendre. Il faut essayer de trouver des voies qui permettent des règles du jeu, qui permettent d'être soi-même, tout en vivant avec les autres. Et la société internationale, c'est exactement la même chose. Chaque pays doit trouver les voies et moyens de vivre avec ses voisins d'abord, c'est la première chose à faire, comme quand on est dans une copropriété, si j'ose dire, et puis au-delà, d'essayer d'avoir des relations pour monter des coopérations, faire en sorte que chacun puisse se développer normalement. Et ça nécessite, je dirais, un effort pour comprendre ce qu'il y a dans la psychologie de l'autre, pourquoi il est comme ça, pourquoi il se comporte comme ça, quelles sont, par ailleurs, les émotions qui sont avec lui. Et c'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que nous ne prenons pas assez en compte, car nous sommes des gens prétendument rationnels, nous ne prenons pas assez en compte le fait que chaque pays porte avec lui des émotions collectives. Et je me rappelle avoir rencontré un jour à Londres Julian Jackson, qui est un historien de Cambridge, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le général de Gaulle, mais qui a surtout écrit un livre sur la chute de l'Europe et la résistance, et notamment la résistance française. Et je lui avais dit, mais pourquoi écrivez-vous un livre sur la résistance française pour un public britannique? Il m'avait dit, parce qu'il est très important que les Britanniques, qui n'ont pas été sous la botte étrangère, sous la botte de l'occupant étranger dans leur histoire, sauf depuis Guillaume le Conquérant au XIe siècle, qu'ils comprennent ce que c'est pour les pays du continent que de vivre sous la botte étrangère, qui vous avez vécu des invasions dans tous les sens. Donc c'est ça, nous portons, chacun d'entre nous, chaque peuple porte avec lui des émotions collectives, et on pourrait d'ailleurs, nous sommes attachés à regarder pour tel ou tel pays ce que ça peut représenter. D'ailleurs, chacun peut imaginer ce que c'est que ces émotions collectives. Il y a dans votre ouvrage, il y a une forme de définition de la diplomatie que vous mettez dans la bouche de Jacques Chirac. Alors je vous cite, une diplomatie qui serait assise sur vraiment mot pour mot, hein, assise sur la conviction qu'aucune civilisation n'est supérieure à une autre, qu'aucune hégémonie politique ou économique n'est éternelle, qu'aucune domination culturelle, financière ou militaire d'un État sur le reste du monde n'est souhaitable ni durable. Est-ce que c'est votre définition même de la diplomatie et finalement la boîte à outils dans laquelle vous avez toujours cherché dans votre carrière? Oui, c'est une boîte à outils qui est nécessaire. Alors c'était la conviction de Jacques Chirac, c'est la conviction de beaucoup de diplomates. C'est-à-dire que toute civilisation, toute culture a sa propre légitimité. Elle a été développée par des hommes, par une partie de l'humanité, et donc chaque langue mérite d'être respectée pour ce qu'elle est, chaque culture qui se développe dans un environnement particulier a sa légitimité, et donc ça c'est la base. Donc le respect de l'autre, il est différent de moi, je le respecte en tant que tel, j'essaie de comprendre pourquoi il est comme ça, et comment je reviens toujours, comment je peux travailler avec lui, et s'il m'est hostile, comment je peux mettre les barrières suffisantes pour comprendre pourquoi il est comme ça, et essayer de se comporter avec lui. Et par ailleurs, ce que disait Jacques Chirac, et il avait raison, bon, on connaît la fameuse phrase de Valéry, les civilisations sont mortelles, etc. Nous vivons de toute manière dans un monde éphémère. Et aujourd'hui, nous sommes au terme de 40 années, je dirais, d'un développement qui a été celui de la globalisation. Et aujourd'hui, ce cycle est fermé. Le monde se fracture, et ça va même au-delà. Le monde se fracture non seulement parce que la période de l'ultralibéralisme arrive sans doute à son terme, parce que les règles fondées en 1945 qui ont permis au monde de fonctionner, tout ce qui était onusien, tout ce qui est l'Organisation mondiale du commerce, tout ça ne fonctionne pas bien parce que les Américains retournent vers les isolationnistes, parce que les Chinois veulent créer un monde concurrent. Mais au-delà, c'est tout l'Occident qui est mis en cause. Et là, je cite une phrase qui m'est
très familière. C'est la phrase de Kishore Mahbubani, qui est un historien et diplomate singapourien, que je cite à la fin du livre, qui dit que la parenthèse de domination occidentale qui a duré 400 ans est en train de se refermer. Elle n'est pas complètement refermée, mais ça veut dire que dans un monde où vous avez des émergents, vous avez la Chine qui est devenue une grande puissance, qu'elle n'était pas il y a 40 ans, où vous avez la Turquie, qui a un rêve néo-ottoman, où vous avez l'Iran, où vous avez l'Indonésie, le Brésil. Toutes ces puissances émergentes ont leur mot à dire. Et nous devons sortir de cette période de domination occidentale, qui est une période, je dirais, post-judéo-chrétienne, dans laquelle, dans cet esprit judéo-chrétien, nous essayons de convertir l'autre à nos propres valeurs. Soyons d'abord nous-mêmes. Il ne s'agit pas, quand on dit les autres ne pensent pas comme nous, de dire que nous allons penser comme les autres. Pensons qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'est notre ossature. Notre ossature, c'est des valeurs que nous avons, je dirais, développées depuis la Révolution française, enfin depuis les Lumières, la Révolution française, les valeurs de liberté, la démocratie que nous avons créée de manière diverse selon les pays européens. Ça, c'est nous. Soyons exemplaires en ce que nous sommes, mais ne cherchons pas à imposer de force à d'autres, et notamment par la coercition militaire, ce qui a été souvent le cas avec les Américains, ce que nous sommes, parce que les autres, ils ont une autre vision. Ce qui est important, et j'y insiste à la fin du livre, c'est la dignité de l'homme. Je crois que la dignité de l'homme est profondément dans notre ADN. Les autres civilisations aussi. Je ne connais pas, à travers mes pérégrinations, des sociétés où l'homme ne soit pas porté dans une dignité qui lui est due. Alors après ça, il y a des choses qui sont condamnables. Quand on voit l'excision des femmes en Afrique, il faut dire ce que nous pensons, nous, il faut le dire. L'imposer, c'est encore un autre sujet, etc., etc. Il y a beaucoup de sujets. D'accord. Vous parliez des valeurs judéo-chrétiennes qui sont peut-être le socle de ce que nous sommes, comme vous venez de dire, mais là, on est dans un paradoxe où on s'aperçoit qu'au sein même des valeurs judéo-chrétiennes, nous ne pensons pas comme les autres, puisque quelle est la définition finalement, ou quelle est la position de la France dans ces valeurs-là, par rapport, par exemple, à un étau dans lequel elle pourrait être prise depuis 20 ans, notamment entre des États-Unis, donc des évangéliques qui pensent vraiment différemment de nous, puis aujourd'hui on le voit avec Poutine, donc, qui est dans une espèce de récit pro-orthodoxe, etc. Donc on est là dans des cultures quand même communes, mais qui ne pensent pas du tout de la même manière. Alors comment on fait, comment la France se situe par rapport à ça ? La France se situe dans une tradition qui lui est vraiment propre, qui est une tradition de prise de distance par rapport au phénomène religieux, qui est un phénomène qui a monté en puissance. Et aujourd'hui, il y a des régimes qui ont une vision apocalyptique du monde. Les Russes, quand ils disent que le monde ne peut pas vivre sans la Russie, je dis les Russes, mais leurs idéologues, Douguine par exemple, quand ils disent cela, se placent dans cette vue apocalyptique. Les évangélistes ont une vision apocalyptique. Certains juifs orthodoxes l'ont aussi, et certains islamistes radicaux l'ont également. Nous nous plaçons, et je pense que c'est une force de la France, en dehors, je dirais, de ce monde-là. Alors nous sommes traversés en France parce que nous sommes divers, ça existe aussi chez nous, mais la tradition française, et notamment la laïcité française, si mal comprise à l'extérieur, est je pense un énorme atout pour nous permettre à nous de parler librement et de façon neutre avec l'ensemble de ces pays en disant voilà comment nous nous sommes développés, voilà comment sur la base d'une grande diversité, voilà comment sur la base, je dirais, d'un accueil régulier de populations étrangères en France, toutes ces vagues d'immigration qui sont venues en France depuis, disons, le XVIe siècle, depuis le XVIe siècle, depuis que François Ier est arrivé avec des Italiens ici. Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, était un immigré italien, somme toute. Et c'est à Amboise et au Clos Lucé qu'il s'est installé et qu'il est devenu... Pour les Italiens, il reste un Italien. Pour nous, nous le revendiquons. Bref, nous avons réussi à intégrer tout cela jusqu'à aujourd'hui, alors avec des variantes, mais nous avons une force et il s'agit d'y travailler. C'est une question que je pose notamment dans le chapitre que j'ai consacré à l'Algérie. Le président Chirac m'avait confié la mise en place d'un traité d'amitié franco-algérien. Ce n'est pas facile, nous avons un passé des deux côtés. C'est un sujet central pour la France. Mon premier patron, qui était un ambassadeur, fils d'un martyr du Mont Valérien, ancien négociateur avec les équipes de Louis Jox, le père de Pierre Jox, des accords d'Évian, était un homme qui m'avait dit il y a deux pays qui doivent être la prunelle de vos yeux pendant toute votre carrière. C'était mon premier chef, et j'avais 25 ans. C'est l'Allemagne, parce que c'est le socle sur lequel repose l'équilibre européen, il ne disait même pas la paix, l'équilibre européen, et donc la construction européenne, et donc il faut y travailler en permanence, ne jamais perdre de vue, et l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est une relation de peuple à peuple. Aujourd'hui, nous sommes devant ces défis-là, des nouvelles populations
comment est-ce qu'on les place? Est-ce que la laïcité est un outil suffisant avec des sociétés pour lesquelles le civil et le religieux, je dirais, se recouvrent complètement? Qu'est-ce que nous pouvons trouver pour intégrer ces citoyens qui sont des Français avec un passé culturel différent dans lequel il y a aussi une dimension religieuse? La laïcité française est mal comprise des Français, mal connue des Français eux-mêmes. C'est une proclamation de liberté. Comment vous la définiriez-vous, vous, en tant que diplomate français, en tant qu'acteur premier des relations diplomatiques avec donc d'autres, avec l'étranger? Comment vous essayiez de leur faire passer cette idée? C'était quoi les mots que vous leur donniez? C'est une question qui m'a souvent été posée, comme elle l'est posée souvent à mes collègues, parce que c'est dans l'identité française. Dans certains pays comme l'Inde, on parle de sécularisme. Oui. Le sécularisme, c'est, bon, toutes les religions font ce qu'elles veulent. C'est comme en Grande-Bretagne, en fait, c'est la même chose. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de nation une et indivisible en Grande-Bretagne. Il y a des communautés qui sont les communautés au sein du Royaume-Uni. Donc c'est pas le même sécularisme. C'est pas le même sécularisme. Le sécularisme, il est areligieux. La laïcité, c'est une manière de proclamer la protection du culte de chacun pour ce qui le concerne, en dehors de l'espace public. C'est ça. Et quand on explique ça de cette manière-là, beaucoup de gens disent, mais après tout, pourquoi pas? À partir du moment où on ne m'interdit pas de pratiquer ma foi, d'où qu'elle vienne, ça ne me gêne pas. Mais très souvent, c'est vu comme une proclamation de l'interdiction de certaines foi, et notamment, on dit on interdit dans l'espace public. Non, on protège celui qui a sa foi dans l'espace privé. Et c'est ça qui est souvent mal compris. Tout à l'heure, vous parlez, au fond, de plusieurs discours apocalyptiques chez les évangélistes aux États-Unis, la Russie de Poutine aussi dans cette logique-là, l'Iran finalement n'est pas loin d'être prosélyte. L'Inde, voilà, maudit aujourd'hui est aussi dans une logique quasiment apocalyptique, enfin pas tout à fait, mais dans une logique en tout cas d'éliminer tout ce qui n'est pas hindou. On a la même chose, bien entendu, avec l'Empire ottoman. On voit aussi se développer des nouveaux, des vieilles traditions, mais qui sont en train de devenir des forces politiques majeures dans le Golfe, qui elles aussi commencent à prendre le pas, et ce sont des théocraties, etc., qui donc mettent en avant une certaine vision du monde. Vous disiez là, on est à la fin de 4 siècles de domination entre guillemets occidentale. Moi je dirais aussi, enfin c'est ce que je ressens quand je lis un peu le monde aujourd'hui, quand je lis ce qui se passe dans le monde, qu'on a été un petit peu flouté par la guerre froide, c'est-à-dire qu'on a oublié, on a pu penser que il y a deux blocs, mais en fait ces deux blocs-là c'était exceptionnel, et qu'en fait aujourd'hui on revient à des plaques tectoniques impériales basées sur de la religion et souvent sur une personne qui prend la tête d'un État, etc. Est-ce que c'est pas ça qu'on a du mal à appréhender et qu'on n'a pas vu venir en fait? Oui, on l'a souvent dit, la guerre froide avait gelé le monde, avait gelé les tendances fortes. Aujourd'hui, moi, il y a une expression que j'utilise assez souvent, nous redécouvrons les sillons profonds de l'histoire. Les sillons profonds de l'histoire, ce sont des luttes de domination, des luttes d'influence qui prennent quelquefois une forme impériale, quelquefois une forme plus nationale. La Russie est un pays impérial. Il y a quelqu'un, Zaki Laïdi, qui dit, à juste titre, la Russie n'a toujours pas trouvé une forme d'expression nationale. Elle reste un pays profondément impérial. Bon, l'islam iranien est un islam prosélyte. Vous avez parlé des Ottomans, il y a un néo-ottomanisme. Est-ce qu'il est pour la propagation d'une foi musulmane? En tout cas, il est pour la propagation dans les zones qui étaient autrefois ottomanes d'une influence turque dans laquelle l'AKP, le parti qui est un parti religieux, le parti d'Erdogan, est aussi à l'œuvre. Donc on a effectivement la remontée de tous ces phénomènes. On a sans doute une religiosité qui revient en force. Et ça, bon, c'est le fameux proverbe, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Bon, c'est grossièrement dit, mais c'est quand même quelque chose de cette nature. Et donc, il s'agit d'organiser un monde dans lequel des forces irrationnelles sont aussi à l'œuvre, parce que nous sommes entrés dans la décomposition de la globalisation qui nous a menés. Cette globalisation fondée sur l'ultralibéralisme, fondée sur la financiarisation, elle n'a pas créé un village global, elle a créé des villages dans le monde global. Et ces villages, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes aujourd'hui. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, il s'agit d'organiser ces villages entre eux,
Ça va être un long travail avant qu'on ait des règles du jeu acceptées par tous, parce que chacun veut prendre sa place et que la compétition est dure. Aujourd'hui, la France se situe à un moment quand même charnière, parce que bon, jusqu'à présent, ça a été un empire colonial, ça a été une monarchie puissante qui s'est étendue en Europe, etc. Aujourd'hui, on est dans une phase en gros, où on est en train de se rapetisser d'une certaine manière. Comment la France peut tenir sa place, garder sa place, et surtout sa voix, cette voix un peu particulière, un peu centrale, un peu médiane, au milieu de ces empires quasi irrationnels? Alors, la France, et ça c'est une de mes convictions, et ça m'a toujours frappé, quand j'arrivais quelque part, alors la Français, qu'est-ce que vous avez à dire? On attend quelque chose de la France. La France est un pays qui est beaucoup moins puissant qu'il n'a été. C'est plus cette monarchie puissante que vous disiez, qui a été sur les mers du globe en compétition avec les uns ou les autres. Ce n'est plus un empire colonial, qu'elle a été tardivement, mais qui avait aussi permis de créer quelque chose. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous avons encore un capital culturel absolument considérable. Nous sommes un pays qui a été un pays qui a libéré de l'oppression. Cette notion-là est extrêmement forte chez les gens qui nous voient. Donc, quel est votre message là où il y a de l'oppression, là où il y a de la répression, là où il y a de la privation de liberté? Il y a une référence française. On pense tout de suite à la France. Un héritage que nous partageons d'ailleurs avec beaucoup d'autres Européens. Je pense à l'Allemagne. Un des socles de la relation franco-allemande, c'est la liberté. L'Aufklärung, les Lumières, de ce point de vue-là, se recouvrent complètement. Alors notre message aujourd'hui, c'est surtout de sortir de l'enfermement dans lequel nous nous sommes mis. Nous avons une alliance, et il faut avoir un camp, nous sommes dans un camp, mais aujourd'hui nous sommes dans un enfermement qui est celui de ne plus rien dire dès lors que notre grand partenaire américain, dont nous avons besoin, dont nous sommes dépendants à un titre ou à un autre, mais jusqu'à un certain point, dès qu'il nous dit quelque chose, nous avons tendance à ne pas donner exactement notre point de vue et à céder. Et donc il est important que la France, dans un monde qui se fracture, soit en contact avec le reste du monde. Vous avez aujourd'hui le bloc États-Unis, Union européenne, OCDE, d'une certaine manière. Les gens qui s'identifient en appliquant les sanctions sur la Russie à propos de l'Ukraine. Il était évident que la violation du droit international et de la Charte des Nations Unies par la Russie nécessitait une réplique extrêmement forte, parce que l'Ukraine est un pays reconnu dans des frontières, dans son indépendance et son intégrité et sa souveraineté. Donc là, ça ne se discute pas. Mais nous sommes dans ce camp-là, et on ne nous entend pas. En face, il y a la Chine, il y a la Russie, une relation qui est, je dirais, celle d'un maître, qui est la Chine, avec un allié qui devient un peu encombrant, mais qui vous donne des matières premières. Puis vous avez le reste du monde. Et le reste du monde, il est à la recherche de lui-même, parce que chacun, c'est pas les non-alignés. Il n'y a pas de corpus doctrinal. L'Inde montre l'exemple, un jour avec les uns, un jour avec les autres. Un jour au Quad avec les Américains, dans la politique Indo-Pacifique, un autre jour avec les BRICS, qui eux ont une politique résolument montée contre le dollar, sous leadership chinois. Donc on n'est pas à une contradiction près. C'est ce que les Indiens appellent le multi-alignement. Le reste du monde est pareil. Les Africains, l'Union africaine, a voté massivement, enfin, s'est abstenu massivement dans le vote aux Nations Unies concernant une condamnation sur l'agression russe en Ukraine. Non pas qu'ils approuvent, parce qu'ils sont pour des frontières qui ne bougent pas, mais ils n'ont pas envie de choisir un camp. Ils s'abstiennent. C'est le cas aussi de l'Indonésie qui présidait le G20. Vous avez vu que Lula, en tant que président du Brésil, dit la même chose. Il y a ce reste du monde. La France doit sortir de son enfermement, doit sortir, je dirais même, de son entre-soi. C'est confortable d'être avec des gens qui pensent comme vous, mais est-ce que nous pensons vraiment comme ça? Est-ce que l'avenir du monde ne dépend pas précisément de la recherche de la paix avec des partenaires qui ont des choses à dire, précisément, qui ne pensent pas nécessairement comme nous, mais qui ont des choses à dire, qui ont des choses à construire, qui ont une vision du monde, et qui, par principe, recherchent plutôt la paix, la prospérité pour leur peuple. C'est ce qu'ils ont dit, d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Widodo, président du G20, quand il a fait sa tournée à Kiev et à Moscou. Il a dit, moi, votre affaire, votre guerre, c'est pas la mienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nourrir mon peuple. Or, aujourd'hui, grosse difficulté d'approvisionnement en céréales, en pesticides, parce que ça venait de cette région, et c'est de lutter contre l'inflation. Donc, arrangez-vous entre vous, et nous sommes prêts à parler avec vous. Donc, notre intérêt, ce serait d'aller rechercher le contact avec les Indiens, avec les Turcs. Les Turcs, la mer Noire est une mer d'origine turque. Les Turcs sont ceux qui ne voudront certainement pas que l'un ou l'autre gagne, ni la Russie, ni l'Ukraine. Bon.
contact avec la Chine, il y a un grand risque qui nous guette aujourd'hui. C'est que nous avons quand même signé des deux mains la déclaration du sommet de l'OTAN de juin 2022 qui s'est tenu à Madrid, dans lequel il figure noir sur blanc que la Chine est un défi pour la sécurité euro-atlantique. Ce qui veut dire que le moment venu, nos partenaires américains peuvent très bien nous dire, écoutez chers amis, la Chine est un vrai problème pour nous, et c'est ce qui va venir d'ailleurs dans les 2 ans qui viennent, on ne va parler que de ça. Vous venez avec nous dans une croisade anti-chinoise. Est-ce que c'est acceptable? Nos intérêts ne sont pas les intérêts des États-Unis systématiquement. Ils ne se recouvrent pas en permanence. Oui, certains convergent, mais pas toujours. Et donc il est important d'élever la voix. D'où l'importance de la visite du chancelier Scholz à Pékin, même s'il y est allé seul. Il y avait des intérêts allemands à défendre. D'où l'intérêt de la visite que le président Macron fera sans doute au mois de mars, lorsque le nouveau gouvernement chinois sera installé, après le 20e congrès, il faut 3 mois. Donc il est important d'aller au contact des autres. Ils ne pensent pas comme nous, mais ils ont des choses à dire. Écoutons-les et essayons de construire ensemble. Et c'est l'intérêt de la France et c'est sa tradition. Justement, là, vous veniez de faire référence à la Chine et à Taïwan, en fait. Il y a une phrase qui est dans votre livre qui est assez impressionnante, enfin, qui est très, très, très parlante, en fait. Vous dites, vous faites une comparaison, en fait. Vous dites, pour comprendre la relation de Pékin à Taïwan, il faut imaginer qu'à la fin de la guerre, 39-45, un gouvernement pétain est survécu et, par exemple, déplacé son pouvoir sur une île en Corse, par exemple. Pour comprendre la relation que la Chine a à Taïwan, c'est exactement comme si, en Corse, une France pétainiste s'était déclarée France. Donc ça signifie, dans un deuxième temps, que, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, que de toute façon, à un moment ou à un autre, la Chine voudra récupérer Taïwan, quels que soient les moyens. À un moment ou à un autre, la Chine voudra que cette compétition de légitimité politique prenne fin. Parce que, imaginons qu'en France, on ait la France libre installée à Paris et qu'il y ait eu que le régime de Vichy se soit poursuivi encore jusqu'à aujourd'hui, 70 ans après la guerre, enfin 75 ans après la guerre, se soit poursuivi encore, nous n'aurions de cesse que de mettre fin à un régime en compétition avec ce que nous estimons être la légitimité. Le monde entier reconnaît la légitimité de Pékin, à part une quinzaine de pays qui reconnaissent Taïwan. Donc, Taïwan n'est pas une entité internationale. On fait souvent la comparaison avec l'Ukraine. C'est un sujet différent. Le vrai sujet, c'est que depuis les années 90, Taïwan s'est développé en tant que démocratie. Et que c'est un pays qui compte, on le sait, pour les semi-conducteurs, Taïwan est absolument leader. Comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir dire aux Chinois qu'un coup de force sur Taïwan n'est pas acceptable? Car en fait, le sujet, il est là. Les Chinois ont énormément de moyens de coercition, des blocus. Ils l'ont déjà fait. La visite de Mme Pelosi leur a donné l'occasion de tester grandeur nature ce que serait un blocus. Blocus naval, violation de l'espace aérien, etc. Je pense aussi que le pire n'est pas toujours sûr. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut se préparer à une crise. Je ne pense pas que les Européens soient très actifs. En ce moment, les Chinois aussi sont dans cette logique, d'ailleurs. Et les Chinois sont dans cette logique. Et les Chinois, entre eux, je n'exclus pas, et c'est d'ailleurs l'opinion de quelqu'un d'aussi expérimenté et compétent que l'est Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre australien, qui vient d'être nommé d'ailleurs ambassadeur d'Australie à Washington, où il fera passer d'utiles messages. Je pense qu'il est possible que les Chinois, entre eux, trouvent un moyen de travailler. Alors, on a ce fameux précepte qui avait été appliqué à Hong Kong avec plus ou moins de succès, qui était un pays, deux systèmes. Bon, ça n'a pas marché complètement. La preuve, c'est que les Chinois, d'ailleurs, n'ont pas tenu parole, et c'était la première fois qu'ils le faisaient, sur l'indépendance du système judiciaire, dans le domaine pénal et dans le domaine criminel. En revanche, sur tout ce qui est droit des affaires, on n'a pas encore la preuve que les Chinois aient décidé qu'il n'y ait pas une certaine indépendance du système judiciaire à Hong Kong. Mais Hong Kong est une ancienne colonie. Taïwan n'a jamais été une colonie. Ça a été une colonie japonaise entre 1895 et 1945. C'est une partie de la Chine. Sui generis. Comment est-ce que, entre eux, un pays, deux systèmes peut s'appliquer? Si on lit attentivement les textes, parce qu'avec la Chine, et ça, on a souvent tendance à avoir une opinion sans regarder ce qui est dit en Chine. En Chine, on ne sait pas comment les textes sont élaborés. Mais une fois que le texte est écrit, c'est une espèce de feuille de route. Dans son discours, Xi Jinping, au 20e congrès, dit clairement « Nous sommes prêts à discuter avec Taïwan. Nous sommes prêts à essayer de rétablir le statu quo qui a existé dans les années 1990 jusqu'à l'arrivée du parti indépendantiste. Un coup de force, nous n'y renonçons pas, nous n'excluons rien, mais ce qui doit prévaloir, c'est un pays, deux systèmes. » Est-ce que tout ça va faire son chemin dans les esprits? Je pense que les Chinois, qui ne sont par nature
qui évite la guerre. Sun Tzu, c'est un grand stratège. Mais Sun Tzu, c'est d'abord, pour gagner la guerre, évitons de la faire. Je pense qu'on est dans cette logique-là. Donc le pire n'est pas toujours sûr avec Taïwan. S'il y a une grande crise, alors là, c'est une affaire beaucoup plus sérieuse parce que c'est États-Unis contre Chine dans un espace stratégique fondamental. Le Japon sera impliqué parce que le droit de passage dans le détroit de Taïwan concerne des milliers de navires qui sont les navires qui approvisionnent le Japon en matières premières. Donc le modèle économique japonais serait mis en cause. Ce serait une affaire d'une très grande ampleur. C'est une affaire, alors là, Taïwan, une affaire de politique intérieure américaine fondamentalement aussi. Et là, j'ai vu qu'il y a un Select Committee qui vient de se mettre en place à la Chambre des représentants, bipartisan, depuis que la Chambre des représentants est républicaine, depuis les dernières élections de midterm. On verra ce qui va sortir de tout ça. Mais soyons très vigilants, et le pire n'est pas toujours sûr. Alors le pire est quand même arrivé avec l'invasion russe en Ukraine. Ouais. Alors ce qui est très très intéressant là pour le coup, parce que quand on remonte dans les années où vous avez vraiment été aux affaires d'une certaine manière avec Jacques Chirac en 2002-2007, il y a eu beaucoup de choses déjà qui ont été faites. Bien avant 2014, il y avait déjà des problématiques au sujet de l'Ukraine. Et puis par exemple, vous faites référence en 2006 déjà, lors d'un G8, d'une proposition de votre collègue Chouvalov, je crois qu'il s'appelait, demandant à Paris et Berlin si elles accepteraient la Russie comme partenaire au sein de l'EADS, par exemple. Des choses qui paraissent complètement dingues vu de l'extérieur, Absolument. mais qui sont voilà, des avancées. Enfin, c'est assez génial comme proposition, puis c'est surtout une preuve d'ouverture et surtout l'idée que la problématique ukrainienne était déjà dans le coin, quoi. Alors, il semble que personne n'a pris au sérieux cette proposition. Pourquoi? Et il y a de quoi le regretter, non? Alors, c'est vrai que c'était un G8, le seul G8 qui ait présidé la Russie, puisque l'autre G8 qu'il devait faire, c'était en 2014. Et là, donc, ça a été annulé, les Russes ne sont plus venus au G8. L'idée, à l'époque, des Occidentaux, puisque le G7 c'est occidental, c'était de faire un G8 en intégrant la Russie pour qu'elle se sente de plus en plus partie prenante. Chirac avait voulu, je le raconte, faire un grand succès pour les Russes. On a eu une phase de préparation entre Sherpas. Les Sherpas, c'est ceux du G8. Dans les autres acceptions du terme, c'est le conseil diplomatique. Mais là, c'est le Sherpa. Et donc, mon collègue Chouvalov, le russe, qui est un type très ouvert, alors que nous étions à Kazan, dans une session préparatoire, décide de nous faire visiter les hangars de l'aéronautique, mais il demande à l'Allemand et à moi de le suivre. Et donc nous visitons, et là on voit des tas d'avions de toutes sortes, et il nous dit, voyez, on a encore des capacités aéronautiques, toutes ces licences risquent de partir aux États-Unis, et donc il est important pour nous de préserver notre savoir-faire. Nous savons que ADS est dans une phase ascendante, ADS donc Airbus, est-ce que vous seriez prêt à nous prendre? Et donc c'était un test. Donc nous sommes rentrés, l'Allemand et moi, dans nos capitales, nous avons consulté, référé à nos chefs, moi-même à Chirac et lui à Mme Merkel, et puis ensuite on a consulté les ministères des Finances, les ministères de l'Industrie, etc. Et puis c'était très compliqué, parce que l'équilibre interne déjà de ADS, entre Français et Allemands, était à l'époque sur le grill. C'était extrêmement difficile de se mettre d'accord entre Français et Allemands. On y arrivait à peu près. Remettre en cause le pacte d'actionnaires de ADS nous aurait amené à des débats infinis. Et la proposition russe, nous ne savions pas jusqu'où elle devait aller. Alors c'était sans doute un test de confiance. Est-ce que nous étions prêts à répondre? Je pense que dans l'establishment russe, les choses n'auraient pas été si simples, parce qu'il y avait naturellement dans cette aéronautique une partie militaire sur laquelle nous n'avions pas l'idée précise de ce que les Russes étaient prêts ou non à faire. Bref, on n'a pas exploré plus loin. Est-ce que c'est une occasion manquée? C'était sans doute un test de confiance. Est-ce que les Russes étaient encore à l'époque capables de s'intégrer à l'Occident? C'est une preuve qu'il y avait sans doute en Russie un certain nombre de gens qui étaient prêts à tenter l'aventure. Est-ce que c'était tous? Je n'en sais rien. En tout cas, dans les mêmes mois à peu près, je crois, c'est donc Jacques Chirac lui-même qui a proposé la création d'un conseil OTAN-Russie concernant donc l'Ukraine, afin de précisément comprenant, parce que Chirac comprenait très très bien les enjeux de territoire en fait, il connaissait l'histoire très très bien, et il avait conscience qu'effectivement l'Ukraine était un problème en devenir et que peut-être en créant ce conseil OTAN-Russie, c'était la possibilité de neutraliser en fait l'Ukraine, d'en faire une zone neutre bien avant, enfin 8 ans avant que les problèmes n'arrivent. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Qu'est-ce qui a bloqué encore là-dedans? Alors Chirac était très conscient du ressentiment russe à propos de l'écroulement de l'Empire soviétique. Et l'Ukraine était partie intégrante des grandes républiques de l'Union soviétique. L'Ukraine était partie en plus avec beaucoup de licences technologiques.
donc ça appauvrissait. Et la phrase de Brzezinski, qui avait été le conseiller de Carter, c'était « Il n'y a pas de grande puissance russe sans l'Ukraine ». Donc, ressentiment plus désir de récupérer ce qui vous donnait votre force de grande puissance. Chirac le savait, il connaissait ce ressentiment. Et Chirac était très conscient aussi des questions de sécurité. La sécurité, c'est fondamental. Chacun a droit à sa sécurité. Quand on est chez soi, on n'a pas envie d'avoir des gens qui sont sous vos portes et qui vous menacent. Vrai ou faux, la perception des Russes, légitime ou non, était qu'ils se sentaient menacés. Sans doute que ça fait partie de leurs émotions collectives, parce qu'ils ont été envahis par les troupes napoléoniennes, et par les nazis, etc., par les Mongols il y a plus longtemps, donc inquiétude. Donc Chirac s'était dit, après tout, nous avons créé le Conseil OTAN-Russie, qui était une institution de l'OTAN, mais avec les Russes se consultant régulièrement, et il y a la Russie en tant que telle. Et vraisemblablement, les Russes ont une inquiétude. Donc il faut parler avec eux, il faut essayer de monter un dispositif. Donc il m'a envoyé effectivement à Moscou avec une proposition qui était, on vous propose, pourquoi pas réfléchir, parce que c'était une proposition des Français sans consulter nos partenaires, mais un test, un sondage. On vous propose une protection croisée de l'Ukraine par la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Et c'est le Conseil OTAN-Russie qui aurait la compétence pour traiter cette affaire. Pour les Russes, c'était intéressant, parce que ça voulait dire on neutralise l'Ukraine. Et là, c'était la fameuse phrase de Kissinger, l'Ukraine ne peut pas être un pays indifférent pour la Russie, et l'inverse également. Donc il fallait prendre la réalité en face. J'ai proposé ça aux Russes en disant qu'est-ce que vous penseriez d'un travail sur ce sujet, cette protection croisée de l'Ukraine par l'OTAN et par la Russie. Il m'a dit ah, ça nous intéresse, parce que ça nous permet, ça nous libère de notre problème de Sébastopol. Pourquoi l'Ukraine? Parce que la Crimée, qui appartenait à l'Ukraine, ne pouvait pas être entourée par l'OTAN, donc pas d'OTAN dans cette région. Et puis, les Russes avaient réussi à négocier avec l'Ukraine le maintien d'une base pour leur flotte du Sud, à Sébastopol. Donc, il y avait un bail à Sébastopol. Et donc, ça réglait le problème du bail, pas de risque d'être entouré par l'OTAN. Et ça nous intéresse. Et me dit, est-ce que tu en as parlé aux Américains? Me dit ce collègue qui s'appelait Prikhotko. Je dis, pas encore, mais voulez vous sonder. Donc, j'ai été voir les Américains. Et Condoleezza Rice, que je connaissais depuis la guerre en Irak, m'a regardé, m'a dit, mais attendez, les Français, ça commence à bien faire. Vous avez essayé de bloquer la première vague d'élargissement de l'OTAN, ce qui était faux, parce qu'on comprenait parfaitement que la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, etc., avaient besoin de sortir de cet espace post-soviétique, et donc d'avoir une protection, d'être protégé par une architecture de sécurité. Les pays baltes, pareil, 2004, ils sont entrés. Mais l'Ukraine, c'était un autre sujet. Je dis, écoutez, ça suffit, vous n'allez pas bloquer la deuxième vague. Donc j'ai compris que c'était terminé. En plus, c'était novembre 2006. Chirac a terminé son mandat en mai 2007, donc c'était trop tard. J'en avais parlé aux Allemands qui étaient assez mous dans cette affaire. Et donc là, on a sans doute manqué une opportunité de travailler avec les Russes sur un sujet. Après ça, il y a eu les menaces de Poutine, les avertissements divers, et le ton a monté. Et plus 2008, lorsque la décision a été prise à Bucarest d'accepter, la décision prise de prendre l'Ukraine et la Géorgie, mais de suspendre cette décision jusqu'à plus tard. Donc une épée de Damoclès sur la tête des Russes. Alors on dit l'OTAN est une alliance défensive. C'est pas comme ça qu'ils le percevaient. Donc il fallait en parler. Si erreur il y a eu, c'est que nous n'avons pas été assez courageux, ni les Français, ni les Allemands, pour dire aux Américains, il y a un sujet brûlant, il va falloir le traiter parce que ça va nous exploser à la figure. C'est ce qui s'est passé. Par rapport à ça, là, il y a Condoleezza Rice, dont vous venez de parler, qui est quand même la personne qui vous aura le plus embêté pendant votre carrière, quoi. Enfin, dès le début, on se rend compte qu'on a affaire à une diplomatie américaine extraordinairement fermée, le contraire du multilatéralisme, c'est-à-dire la décision est prise avant même qu'on entende qui que ce soit. Voire même du mépris, parfois. On vous traite de loser, les Français c'est les losers, fuck you, fuck l'Union Européenne, etc. Enfin, vraiment quelque chose de pas sympathique. Et c'est là, à ce moment-là, justement, que, avec Dominique de Villepin, vos équipes ont été particulièrement courageuses, voire même héroïques. Tout le monde en garde un souvenir ému, évidemment, avec ce beau moment aux Nations Unies. Qu'est-ce qui fait que ce panache français, là, dont vous avez fait partie, a disparu? Alors,
vous en parliez tout à l'heure, hein, là on est enfermé maintenant dans cette espèce de pince américaine, états-unienne. À quel moment on a perdu pied? Est-ce que c'est quand Sarkozy nous a mis dans le commandement intégré de l'OTAN, ou est-ce que c'était pas si mal d'y aller? Comment vous analysez ça? Alors c'est vrai qu'il y a eu dire non aux États-Unis, qui est notre principal allié, c'est toujours extrêmement difficile. Et les États-Unis n'hésitent pas à utiliser des pressions de toute nature, y compris des menaces. Quand les États-Unis vous menacent de ne pas vous aider sur vos réserves stratégiques qui vous permettent d'assurer la dissuasion, ce qui s'est passé à l'époque, c'est extrêmement désagréable de la part d'un grand allié. Et c'est vrai que nous étions dans une phase où la diplomatie américaine, sous l'influence des néoconservateurs, était extrêmement idéologique. Chirac était très préoccupé néanmoins que le camp occidental ne se casse pas, ne se déchire pas définitivement. D'où les efforts que nous avons faits, l'invasion de l'Irak étant faite, pour que la région, dont Chirac avait pressenti qu'elle allait exploser dans tous les sens, arrive à tenir à peu près, et que la communauté internationale prenne ensemble des décisions concernant l'Irak. Bon. Tout ça a échoué puisqu'on est abouti à Daesh, mais le mal avait été fait, et c'était d'une certaine manière irréparable. Ensuite, comment est-ce que nous sommes revenus petit à petit dans le giron? Nous n'avions pas les moyens de créer un ordre nouveau, ça je l'écris, nous n'avions pas les moyens, parce que nous sommes dans une alliance avec effectivement des moyens d'indépendance, une dissuasion nucléaire indépendante, des capacités de projection de force, mais nous sommes dans des chaînes d'approvisionnement, des chaînes qui nous lient avec les États-Unis. Notre économie s'est affaiblie. Et petit à petit, notamment dans la production d'armement, nous nous sommes mis de plus en plus dans des chaînes où les Américains sont présents. Et ça, c'est un des effets de la globalisation sur les chaînes d'approvisionnement militaire. D'interdépendance. Alors, c'est utile jusqu'à un certain point. À un certain moment, ça devient un handicap. Nous nous sommes dit qu'après tout, et c'était l'option que le président Sarkozy avait envisagée et qu'il a décidé en 2010, c'est, après tout, pour être influent dans l'Alliance, autant être complètement dans l'Alliance. De Gaulle avait vu une autre vision, mais on peut invoquer De Gaulle, et c'est vrai. Les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Autant les grandes conférences de presse de Gaulle qui tracent, je dirais, la ligne de ce qu'est la France dans le monde, valent encore aujourd'hui. Ça peut, à mon avis, il y a une validité de cette vision du monde. En revanche, les rapports de force, le monde industriel tel qu'il est, beaucoup de choses, le monde économique, beaucoup de choses ont complètement changé. Et donc, on se disait qu'à l'intérieur, ce serait mieux. Donc, on est rentré, il y a eu un débat en France sur le sujet, est-ce que c'est utile ou pas? Aujourd'hui, on peut s'interroger sur cette question. Est-ce que nous sommes plus influents? Théoriquement, oui, puisque les décisions au sein de l'OTAN sont prises à l'unanimité. Il est très difficile de s'opposer à la force américaine quand les États-Unis financent 70% de l'OTAN, quand les États-Unis arrosent avec leur matériel l'ensemble des pays de l'OTAN. Tout ça au nom de l'interopérabilité, qui est un élément central si on veut avoir quelque chose de coordonné. Donc nous sommes, je dirais, un peu pris aux pattes. D'où l'idée de créer une autonomie européenne, chose qui déplaît fortement à notre grand voisin allemand, qui n'est pas élevé dans cette culture. Et aujourd'hui, avec 23 pays sur 27 de l'Union européenne, membres de l'OTAN, il est évident que les Américains vont vendre encore plus de matériel, que ce matériel, puisqu'ils en vendent beaucoup, sera de moins en moins cher, donc on en achètera de plus en plus, et donc ce qui va rester pour l'Union européenne va être beaucoup plus limité. Alors on peut rêver d'un pilier européen de l'OTAN, peut-être que les incertitudes de la politique américaine, comme ça avait été le cas sous Trump, nous aideront à avoir le sursaut qui nous permet de recréer pour nous-mêmes. Nous avons en Union européenne une base industrielle de défense, importante, en France, en Allemagne, en Suède, en République tchèque, en Italie, un peu en Espagne aussi. Il faut s'organiser pour essayer de préserver tout ça et d'éviter d'être seulement les sous-traitants des Américains. Là aussi, rien n'est jamais sûr, parce que la politique nous amènera peut-être à reprendre les choses. Les élections présidentielles américaines de 2024, de ce point de vue-là, seront décisives. Effectivement, l'unanimité prévaut à l'OTAN, et on voit bien qu'il y en a qui s'en servent avec joie. Erdogan dernièrement, donc en gros c'est lui qui décide ou pas maintenant aujourd'hui qui doit rentrer dans l'OTAN ou pas. Pourquoi la France n'aurait-elle pas cette capacité de taper le poing sur la table? Il y a quand même un manque de volonté politique en fait la plupart du temps aussi.
la France pourrait effectivement être plus vocale et plus décisionnelle dans son comportement au sein de l'OTAN. Ça, c'est une conviction que j'ai profondément. Nous ne sommes pas Qu'est-ce qui fait qu'on tape pas du poing sur la table? C'est la formation, c'est la jeunesse du président, c'est la jeunesse des cabinets, c'est un manque de confiance du monde. Qu'est-ce qui fait que ça tape pas sur la table? C'est sans doute un travail qui n'est pas assez élaboré de notre part pour voir où nous pouvons nous affirmer en tant que tel, comme nous l'avons fait à certaines époques. Alors oui, nous sommes dans une situation de dépendance, nous avons besoin des Américains. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Nous ne pouvons pas dire aux Américains que nous pouvons nous dégager. Mais néanmoins, du point de vue de l'interprétation du monde, je crois que la France a suffisamment fait ses preuves dans l'histoire, et l'histoire récente, sur son intelligence, sa lecture du monde, pour pouvoir dire, là on n'est pas d'accord, là on pourrait faire ci, ou on pourrait faire ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est quand même de montrer vis-à-vis de la Russie, qui est un agresseur, une unanimité la plus grande possible. Je crois que ça, c'est un point très important, parce qu'à partir du... Quand on a affaire à un adversaire déterminé et qu'un conflit n'est toujours pas, je dirais, achevé, ce conflit va durer, il est important de ne pas montrer qu'il y a des lignes de fracture. Mais là où nous devrions agir, c'est que nous avons nos propres canaux. Les Turcs, un jour, ils sont chez les BRICS, un autre jour, ils sont à une réunion de l'OTAN. Qu'est-ce qui nous empêche, à nous, d'aller, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, d'aller de manière plus proche, en tant que pays occidental, avec une culture différente, nous rapprocher ou des Russes ou des Chinois, des pays, ou des Turcs ou des Chinois, des pays qui ont des capacités de médiation, parce qu'il faudra qu'un jour ce conflit s'arrête, au moins qu'il se gèle, parce qu'on ne peut pas continuer avec des destructions et avec les effets, je dirais, l'impact que ça peut avoir sur le reste du monde. Récemment, il y a Garry Kasparov, qui est donc un opposant à Poutine, l'ancien champion du monde d'échecs, qui a eu une phrase assez intéressante. Il a dit les Occidentaux freinent des cas de fer aujourd'hui sur l'envoi de chars et d'autres armes importantes, parce que probablement à Washington, on a un peu peur, c'est très intéressant d'ailleurs, on a un peu peur que Poutine tombe finalement trop rapidement. C'est-à-dire, en gros, dans sa tête, peut-être il y a un an, si Poutine tombait, c'était lié, ça aurait été un pacifiste, donc tant mieux. Mais aujourd'hui, on a peur qu'il y ait des jusqu'au-boutistes encore pires que Poutine derrière. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce que l'Occident a peur que l'Ukraine gagne? En tout cas, Washington, à l'heure actuelle. Bon, Kasparov est russe, donc je respecte la parole d'un russe. Il connaît ce qu'il y a dans la psychologie des Russes. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un système Poutine ou est-ce qu'il y a un système qui est le système en fait KGBiste, FSB d'aujourd'hui, qui s'est poursuivi? Beaucoup disent qu'effectivement, les gens qui sont autour de Poutine, étant des créatures de Poutine, sont des jusqu'au-boutistes, et donc ils remplaceraient Poutine par quelqu'un d'autre. Donc à mon avis, le système, il est cohérent. C'est un système policier. Donc le vrai sujet, c'est aider l'Ukraine à tenir pour que le jour où le conflit s'arrête, soit du fait des deux belligérants, soit de l'extérieur, parce que les Américains ont un comportement qui dépend largement des conditions politiques internes du pays. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la Chambre des représentants est à majorité républicaine. Les républicains n'ont pas pour priorité de continuer à verser de l'argent et de l'aide militaire en Ukraine. Leur priorité, c'est l'économie américaine, parce qu'il faut gagner les élections de 2024. Et le jour où ils vont décider de fermer le robinet, ça aura un impact. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce qui est certain, c'est qu'il faut tenir derrière l'Ukraine le plus possible pour que l'Ukraine ne tombe pas, que nous ne donnions pas raison à un agresseur qui décide d'attaquer, qui aurait décidé d'attaquer impunément un pays libre, indépendant et souverain, reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Ça, c'est absolument fondamental. Après ça, il faut être prêt à pouvoir se retrouver devant une table de négociation. Quels sont les termes, je dirais, quel est le rapport de force? Ça, on verra. C'est une autre question. Mais il faut pouvoir suivre et ne pas prévoir ce qui va se passer en Russie après. Alors, il y a une grande crainte, c'est de dire, ah, mais est-ce que la Russie va éclater? Là, il y a toute la question de la dissémination des armes nucléaires, qui est un sujet qui s'est posé déjà après la réunification de l'Allemagne et la chute de l'Union soviétique. Il y a beaucoup de sujets qui se poseront. Pour le moment, il faut que dans le rapport de force, Ukraine et Russie, l'Ukraine ne perde pas. Je n'ai pas dit que l'Ukraine gagne, j'ai dit que l'Ukraine ne perde pas. Et, vous avez rappelé l'affaire de la livraison des chars, c'est un sujet central. Jusqu'à quel point
sommes-nous à l'extérieur du conflit et à quel moment devenons-nous co-belligérants? Et ça, c'est une grande question. Pour le moment, cette ligne rouge a été respectée. Est-ce que le fait de monter en puissance dans la gamme des armements que nous livrons, des systèmes antimissiles, les Patriotes par exemple, les chars, plus des sujets qui sont à proprement parler les sujets des Allemands. Les Allemands se disent que dans 20 ans, s'il y a une catastrophe globale parce qu'ils auront livré des chars, pour une deuxième fois où les Allemands auront fait circuler des chars dans les plaines de l'Ukraine, il y aura eu une catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose qui les obsède, les Allemands. N'oublions pas que les Allemands vivent avec, en permanence, et je l'écris dans le livre, le poids de l'histoire, l'expiation des dévastations qu'ils ont commises sur l'ensemble du continent. C'est pour ça que le chancelier Scholz est réticent. Et c'est pour ça qu'il voulait que les Américains entrent avec lui, et qu'il n'aille pas tout seul. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement difficiles, extrêmement complexes. Pour le moment, l'escalade continue. Il faut faire tenir l'Ukraine. Jusqu'à quel point et à quel moment bascule-t-on dans la co-belligérance? Et à votre avis, à quel moment on bascule dans la co-belligérance? Qu'est-ce qui va faire qu'on sera vraiment co-belligérant? Quelle est l'arme qui fait la différence? Les chars, pour l'instant, ça marche, ça passe. A priori, ça passe. Bon, moi, je ne suis pas un expert militaire, mais je pense que d'un point de vue strictement diplomatique, à partir du moment où vous équipez un pays avec des matériels qui sont capables de toucher le territoire russe... Donc offensif, on va dire. Et donc offensif. Alors carrément offensif, les taux, ils le sont déjà. Offensif, c'est-à-dire à toucher le territoire russe, là on entre dans la co-belligérance. D'accord. De la même manière que si Poutine tirait sur un pays de l'OTAN, immédiatement, nous sommes immédiatement ipso facto belligérants. C'est ça. Et dernière question, Maurice Gourde-Montagne, on va parler de nouveau de la France et de l'Europe un peu. Vous venez de parler de l'Allemagne, qui a ses raisons. On voit un pays, puis surtout une partie de l'Europe qui commence, qui prend du poids en fait, notamment la Pologne, qui aujourd'hui a la plus grande armée européenne en fait en termes d'hommes. Comment vous voyez la suite de cette Europe que vous défendez, que vous avez toujours défendue? Est-ce qu'aujourd'hui, à cause notamment de ce conflit russo-ukrainien, à cause de cette invasion russe en Ukraine, est-ce que justement les plaques tectoniques, le pouvoir n'est pas en train de se déplacer, en tout cas un certain pouvoir n'est pas en train de se déplacer de ce côté-là, et fera qu'aujourd'hui la France, qui est déjà assez affaiblie, aura une place, bien sûr économiquement on reste très très puissant, pas de problème, mais si la guerre perdure, quand bien même elle se gèlerait, est-ce que ça ne change pas un petit peu la donne en termes de pouvoir au sein de cette Europe en fait? Alors c'est vrai que l'Europe est prise de plein fouet par cette guerre, et notamment l'Allemagne, le moteur économique allemand, est pris de plein fouet. La France, ipso facto, parce que nous travaillons la main dans la main avec l'Allemagne. Une partie de notre croissance dépend aussi de ce que nous avons avec l'Allemagne, le niveau des échanges que nous avons, des investissements, les emplois des deux côtés. Et cette guerre, elle impacte l'ensemble des pays. Et d'une manière générale, le renchérissement du prix de l'énergie impacte l'ensemble des économies européennes. Sur le plan de la sécurité, et vous avez raison, les choses se modifient. On va avoir avec la Pologne la plus puissante armée d'Europe, avec 500 000 hommes pour 35 millions d'habitants. 5% du PNB serait consacré à la défense. Les Polonais ont acheté beaucoup de matériel américain, achètent du matériel coréen. Bref, ils vont être en première ligne. Tout ceci nous oblige à nous réorganiser. Je pense que l'Europe, pour le moment, elle a tenu. Elle a tenu la crise du Covid, on a réussi à mutualiser les dettes du plan de relance, donc ça c'est un point très important, alors qu'on était en pleine crise. Là, c'est une crise qui est d'une ampleur bien plus grande. Il va falloir réinventer un concept de sécurité européen. Et là-dedans, je pense que la Pologne et les pays de l'Est européen, vers lesquels le centre de gravité s'est déplacé, notamment les Baltes et les Polonais, vont jouer un rôle fondamental. C'est à nous, Français et Allemands, de recréer quelque chose en tenant compte de cette nouvelle donne. L'autre jour, dans un colloque, on a lancé l'idée que pourquoi pas un triangle de Weimar de la sécurité, dans lequel la Pologne a un rôle éminent. Est-ce que c'est à nous, la France, d'être la grande puissance militaire de l'Europe? Nous sommes la puissance nucléaire de l'Europe. En cela, c'est extrêmement important. Il y aura un débat sur ce qu'est la dissuasion nucléaire dans ce contexte. Je crois que là, il y a des possibilités pour que
l'Europe se refonde d'une certaine manière. Le chancelier Scholz a fait un grand discours à Prague dans lequel il envisage de faire entrer le plus vite possible les pays déjà candidats des Balkans occidentaux. Il va nous falloir gérer ce grand pays candidat qui s'appelle l'Ukraine, qui est très loin d'être un pays à part entière, mais à qui il va falloir donner un rôle. Il y a la proposition du président Macron sur la confédération politique européenne, qui fait revivre ce qu'avait lancé le président Mitterrand autrefois, mais sans intégrer la Russie. Les Allemands avaient montré une manifestation d'intérêt, les Anglais aussi. Nous avons le partenaire britannique dont plus personne ne parle parce qu'aujourd'hui l'Angleterre est au fond du trou, mais nous avons des accords de défense avec les Britanniques et en termes de sécurité, en termes de renseignement, ce sont des alliés proches et dans lesquels nous avons toute confiance. Donc il y a effectivement une réorganisation à opérer dans laquelle l'Europe en tant que telle a tout son rôle à jouer, à la fois sur le plan du prix de l'énergie, parce que c'est un sujet qu'il va falloir traiter, et des ressources énergétiques, des approvisionnements, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on passe des commandes en commun? Est-ce que chacun y va de son côté? Il y a les programmes nucléaires en Europe qui repartent de plus belle. Les Polonais vont s'équiper, alors avec des Coréens, mais il y aura la deuxième tranche. Les Tchèques, ils pensent... La deuxième tranche pour l'Europe, a priori. A priori, mais j'en sais rien, on verra. Certains pays restent très opposés, comme la Belgique ou l'Autriche. Mais bon, la France a lancé un nouveau programme. Il s'agit aujourd'hui de mener de front, je dirais, un rétablissement de notre génération d'électricité, de notre génération énergétique et de la décarbonation, qui reste une des priorités absolues si on veut tenir les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc tout ceci, c'est une course contre la montre. Là-dessus, l'Europe peut travailler ensemble. L'Europe a des intérêts communs. Donc ça, la défense, ce sont les deux sujets les principaux. Je pense que l'Europe peut jouer son rôle, mais il y a, comme je l'ai dit, un phénomène de réadaptation à une donne qui a totalement changé. Je sais que vous aimez beaucoup l'Allemagne, mais quand je vous entends, je vois aussi que l'Allemagne a quand même, mais souvent des coups de canif quand même dans cette réorganisation. Notamment, on pourrait imaginer qu'une forme de souveraineté industrielle européenne, en tout cas, pourrait être une solution pas si mal, mais que ce soit les Polonais, l'Allemagne, les Pays-Baltes, on passe notre temps à avoir des contrats qui partent en Corée, aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que ça ne serait pas le rôle de la France d'exprimer un peu plus fort encore l'idée que ça passe justement par la souveraineté industrielle? Une souveraineté européenne passe par une souveraineté industrielle et militaire et de défense, et de le dire franchement. Nous le disons aux Allemands, il ne s'agit pas d'aimer l'Allemagne, il s'agit d'aimer les intérêts français. Les intérêts français, ils sont profondément liés à une stabilité entre la France et l'Allemagne. Le problème, c'est que le rapport de force franco-allemand, il a évolué. Et nous sommes dans une relation qui est très asymétrique. Nous avons des déficits commerciaux constants, les Allemands ont des excédents. Nous avons un endettement public qui n'a fait qu'augmenter, les Allemands sont restés à un niveau extrêmement raisonnable. Bref, nous avons désindustrialisé la France, 10% de notre PNB, c'est de l'industrie, les Allemands sont à 25%. Donc on est dans un décalage. Comment, à partir de ces différences... On paye certaines politiques... Pardon ? On paye certaines politiques du passé sans doute, au prix mais fort. Bon, le passé est le passé. Les Allemands, effectivement, sont sortis du nucléaire pour des raisons qui leur étaient propres. Là aussi, c'est légitime, ils ont choisi de le faire. Est-ce qu'on n'aurait pas dû mieux se coordonner entre nous, effectivement, au moment où ils sont sortis? Nous avons fait un autre choix. On ne peut pas dire non plus que c'est eux qui nous ont imposé ce choix, parce que le choix de descendre de 75 à 50% de génération d'électricité, d'avoir une nouvelle programmation énergétique qui est la nôtre, ce n'est pas les Allemands qui nous l'ont imposé. Donc chacun a choisi pour lui. Il y a une nécessité de se parler encore plus. Il y a une nécessité dans la relation franco-allemande, je dirais, de rechercher des projets communs qui nous permettent d'avoir des succès communs, parce qu'une relation se nourrit de succès. Airbus est un grand succès. Est-ce que nous sommes capables dans le domaine spatial de le faire? En ce moment, non. Est-ce que nous sommes capables dans le domaine de l'intelligence artificielle? Peut-être. La France est tout à fait leader. Dans le domaine de l'hydrogène, ça a été évoqué au Conseil des ministres franco-allemands, et les Allemands ont pris la tête. Bref, il y a énormément de sujets. Sommes-nous prêts, nous Français, à payer le prix de la relation franco-allemande, parce qu'elle nous sert? Est-ce que nous devons être dans une position de leader systématique que nous nous souhaitons? Je pense qu'il nous faut aussi un peu de modestie dans cette affaire. Notre intérêt, il est franco-allemand fondamentalement. Parce que quand vous parlez aux Chinois, quand vous parlez aux Américains, quand vous parlez aux Russes, et ça c'est une expérience personnelle, si vous êtes tout seul, vous êtes la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, donc ça c'est un acquis. Donc un statut et un acquis de force. Mais bon, pour le reste, nous sommes une puissance moyenne, comme je le dis dans mon livre, à vocation globale. Même si nous restons dans le peloton de tête.
Quand nous allons avec les Allemands, ah là, ça compte. D'abord, une population, on fait 150 millions d'habitants à nous deux, 47% de la zone euro, nous avons un statut, nous appuyons l'Allemagne, l'Allemagne est un pays industriel, nous sommes un pays d'invention, d'inventeurs et de chercheurs, les Allemands sont un pays d'industrie lourde, nous nous combinons et là nous pesons. Je peux vous dire qu'un Chinois à qui vous parlez en franco-allemand vous écoute différemment de quand vous êtes tout seul. Et donc ça c'est important, c'est la masse critique. Aujourd'hui, dans ce monde qui va être très éclaté, il va falloir se trouver des partenariats, nous avons déjà l'acquis d'une relation franco-allemande dans laquelle nous nous connaissons très bien. Connaissons-nous encore mieux et réalisons ensemble un certain nombre de projets. C'est ce qui nous permettra de survivre. Maurice Gourdeau-Montagne, merci beaucoup. Merci pour cet entretien qui aurait pu durer encore 1 heure ou 2, tellement c'est passionnant. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les autres ne pensent pas comme nous » aux éditions Bouquin, que je recommande à tout le monde de lire. Merci beaucoup.